Un dirigeant à vie? Sur les traces du président Mao, l'un des dirigeants communistes les plus brutaux que le monde ait connu. L'histoire est-elle sur le point de se répéter avec Xi Jinping? Dans ce reportage spécial, nous examinons ce que le troisième mandat de Xi Jinping signifie pour la Chine et le monde, la rivalité avec les États-Unis et si le monde libre est sur le point de s'engager dans une guerre. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le dirigeant chinois Xi Jinping s'assure un troisième mandat, rompant avec la tradition du parti établie par ses prédécesseurs. C'était à la suite du 20e congrès national du parti, le plus grand événement politique de la Chine qui a lieu tous les 5 ans. Mais alors que l'événement s'achève, les regards se tournent vers l'intérieur et l'extérieur de la Chine. Alors que les vidéos de l'ancien dirigeant chinois Hu Jintao, conduit à contre-cœur hors du congrès du parti, ont pris d'assaut Twitter et d'autres plateformes de réseaux sociaux en Occident, en Chine, ces vidéos ne sont pas montrées. Même une recherche du nom de Hu sur Weibo, la plateforme chinoise de type Twitter, n'a donné aucun résultat. Cela donne un aperçu des plateformes de réseaux sociaux fortement censurées en Chine. Les médias d'État chinois ont indiqué qu'ils ne se sentaient pas bien, mais n'ont pas montré la scène. Le fait que la presse étrangère ait été en mesure d'assister à la scène et de la capturer fait également l'objet d'un examen minutieux, ce qui laisse penser que le message était destiné à ceux qui se trouvaient en dehors de Chine. Jason Ma, analyste des affaires chinoises, nous donne son point de vue. Xi Jinping a mis en scène cette pièce dans un seul but, envoyer un signal clair que l'ère représentée par l'ancien président Wu est complètement terminée en Chine, et que la Chine va entrer dans une nouvelle ère, celle de Xi Jinping. Mais pendant que le monde se concentrait sur Hu Jintao, que s'est-il passé en Chine? Antonio Graceffo, analyste économique de la Chine, dit qu'il faut d'abord examiner l'état de l'économie. L'économie chinoise est actuellement dans le pire état qu'elle ait connu depuis des décennies. Je pense donc qu'à l'avenir, nous verrons un Xi vraiment plus agressif. Pendant son discours d'ouverture, pendant les 2 heures de son discours, il a réitéré toutes les promesses qu'il a faites au cours des 10 dernières années. Numéro 1, il va améliorer l'économie. Numéro 2, il va éradiquer le Covid. Numéro 3, il va tenir tête aux États-Unis. Et numéro 4, il va réunifier la Chine, et semble s'orienter de plus en plus vers le fait qu'il serait prêt à utiliser la force pour prendre Taïwan. Maintenant, au sujet des grandes déclarations de Xi Jinping, Graceffo dit ce qui l'inquiète. Il ne peut pas réellement faire quelque chose pour l'économie. Je suis donc très inquiet que la seule chose qu'il puisse vraiment faire après ce congrès soit d'envahir Taïwan. Et je ne dis pas qu'il le fera demain, mais je dis que c'est la seule chose sur laquelle il a un contrôle total. Avant d'en venir à Taïwan et à la façon dont les différentes puissances du monde pourraient s'y engager, restons un instant sur l'économie chinoise. Graceffo fait remarquer une chose. La bulle immobilière est énorme. Mais les gens ne savent pas à quel point elle est énorme. La plupart des médias grand public sous-estiment l'ampleur de ce problème. En plus de toute la dette immobilière directe, il y a près de 8 billions de dollars de dette des gouvernements locaux, qui a été émis contre les ventes immobilières, mais les ventes immobilières ont baissé de 30% cette année. Cela suffit donc à entacher le système bancaire. Ces 8 billions de dollars de dette des collectivités locales s'ajoutent à la crise immobilière, qui s'élève à environ 350 milliards de dollars. Nous avons donc 350 milliards de dollars qui sont en péril immédiat. Et puis nous avons ces 8 billions de dollars que tout le monde oublie, c'est la dette des gouvernements locaux. Et ce n'est pas sur les livres du gouvernement fédéral, c'est sur les livres des gouvernements locaux, mais à la fin de la journée, le gouvernement central peut avoir à les renflouer. Cela pourrait donc faire s'écrouler le système bancaire chinois, faire s'effondrer la monnaie, ce pourrait être vraiment catastrophique. Voilà pour la partie concernant la dette. Mais si l'on prend note du discours de Xi et du fait qu'il a encensé la politique du zéro Covid, qui consiste à confiner des districts entiers dès qu'un seul cas de virus du PCC est détecté, qu'est-ce que cela signifie pour nos économies? Les marchés n'ont pas apprécié la nouvelle. Les actions se sont effondrées à la bourse de Hong Kong et le yuan chinois a atteint un nouveau plancher. John Pelson, auteur de La guerre du sans-fil, la dangereuse domination de la 5G par la Chine et comment nous pouvons riposter, note qu'en ce qui concerne la politique du zéro Covid de Xi Jinping, Le zéro Covid est un excellent exemple du fait que ce qui motive les actions de Xi n'est pas le bien commun. En fin de compte, il est question de pouvoir.
Quand il y a eu la répression à Shanghai, j'avais des amis dans le pays qui me disaient, sais-tu pourquoi il fait ça? Ils disent qu'après Hong Kong, Shanghai est la ville la plus occidentale, libérale et capitaliste du pays. Ils ne faisaient pas cela à Pékin, qui était tout autant en difficulté en ce qui concerne le Covid, mais la répression a eu lieu dans la ville la plus libérale et occidentale. C'était une démonstration de force. Et pourtant, on tue à nouveau la poule aux œufs d'or. Cette politique a déjà fait payer un lourd tribut à l'économie chinoise ainsi qu'à l'émotion des citoyens. Quant à l'extérieur du pays, la politique chinoise du zéro Covid a déjà mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales, la Chine étant souvent surnommée l'usine du monde. Mais si l'usine du monde s'arrête de tourner sous l'effet de ces mesures de confinement, où cela nous mène-t-il? Nous continuons à considérer la situation comme s'il s'agissait d'une lutte économique ou commerciale, de tarifs douaniers et de guerre commerciale. Il s'agit d'une guerre commerciale sans la partie commerciale, nous devons reconnaître que même si nous ne voyons pas cela comme une guerre, la Chine le voit comme ça, et c'est ce qui compte. Nous devons le considérer comme une guerre non conventionnelle, et cela va exiger des sacrifices de notre part et les entreprises américaines, financières et technologiques, n'apprécieront peut-être pas certaines des conséquences, mais je pense que c'est essentiel pour la sécurité nationale. Pelson note que la politique du zéro Covid nous donne un aperçu du mode de fonctionnement de Xi. Le Covid n'est qu'un exemple des dommages qu'il a causés à son propre pays, parce que la valeur là-bas est plus la force et le contrôle que le succès et une économie, ou une société florissante. Compte tenu de l'état de l'économie chinoise et du statut du pays en tant que deuxième économie mondiale, où cela mène-t-il? Xi ne peut pas agiter une baguette magique et améliorer l'économie, de la même manière qu'avant. Et la façon dont ils se sont sortis de la crise financière de 2008 était la suivante. Urbaniser. Lorsque vous déplacez les gens de la campagne vers la ville, la contribution de chaque personne au PIB quadruple. En d'autres termes, un agriculteur ne gagne qu'un tout petit salaire, vous prenez cet agriculteur, vous le mettez en ville dans une usine, et maintenant il contribue beaucoup plus au PIB. Donc, en déplaçant des centaines de millions de personnes de la campagne vers les villes, la Chine a pu faire bondir son PIB, l'augmenter énormément. Eh bien, ils ne peuvent pas refaire cela, il n'y a tout simplement plus assez de gens à la campagne. Face aux difficultés économiques de la Chine, que peut faire Xi Jinping? La seule chose que Xi Jinping puisse faire rapidement pour tenir ses promesses, c'est d'être à Taïwan. Et l'autre aspect concerne une guerre potentielle, ils sont déjà en train de se préparer pour cela, je l'ai déjà vu, si vous avez lu la propagande du parti, et que vous lisez entre les lignes, vous pourriez être en mesure de deviner ce qu'ils prévoient de faire. Et ils sont déjà en train de se préparer. Ils ont déjà lancé le programme Ne gaspillez pas la nourriture, l'année dernière, ils l'ont encore mentionné cette année. IIS commence déjà à rejeter leurs problèmes économiques sur le monde, sur les États-Unis, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire la guerre. Et ensuite ils peuvent mettre tous les problèmes sur le dos de la guerre. Et alors, la propagande dira que ce n'est plus la faute de Xi Jinping. Que s'ils ont une crise économique, ce sera la faute de cette guerre. Et que la guerre est là parce que l'Amérique a détourné les autres pays du droit chemin. Pour ce qui est de mener une véritable guerre, Bradley Thayer, membre fondateur du Comité sur le danger actuel, la Chine, et co-auteur de Comprendre la menace de la Chine, affirme que Xi ne peut le faire que si ses affaires intérieures sont en ordre. Cela signifie que Xi Jinping aura désormais établi son contrôle sur le parti, et que les dissidents ou les éléments qui s'opposent à lui sont réellement neutralisés, ou sous son contrôle, il s'est assuré de sa domination. Et donc, le contrôle du parti sur la Chine l'est aussi. Nous devons donc nous attendre à un Xi Jinping beaucoup plus actif et belliqueux, après le 20e congrès du parti. En ce qui concerne les affaires intérieures, Xi Jinping a rempli son parti de ses fidèles, s'entourant essentiellement de personnes qui diront oui à tout. Pendant ce temps, le Premier ministre Li Keqiang et Wang Yang, membres du comité permanent du Politburo, ont été remaniés. Tous deux étaient favorables à la réforme et à l'ouverture de l'économie chinoise. Mais il ne s'agit pas seulement de fidélité envers le régime, c'est aussi une question d'idéologie. Thayer a déjà déclaré que pour Xi Jinping, le contrôle idéologique est double. Tout d'abord, il s'agira de maintenir une pureté idéologique au sein de son propre parti, par opposition aux partisans de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, par exemple, ainsi qu'influencer l'idéologie du reste du monde. Quant à savoir pourquoi le régime chinois est réticent face à l'idéologie libérale, Thayer a déclaré ceci à propos du PCC. Il sait qu'il est illégitime, et il veut détruire toute alternative à son système.
Il sait que l'Occident a fourni un meilleur style de vie, une meilleure organisation politique, économique et socio-économique. L'Occident a connu des mouvements pour les droits des femmes et des mouvements pour les droits civils. La Chine ne vivra jamais cela sous le régime chinois. Et donc le régime chinois reconnaît qu'il est illégitime et que les alternatives, le meilleur avenir promis par l'Occident est une menace directe à sa légitimité. Il a donc peur de l'Occident et cherche à le détruire. Cela s'applique également à Taïwan. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.